It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite, sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. La Voix des Grimpeurs est présentée par InnovaClim. Donc, vous le savez tous, La Voix des Grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule. Mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'InnovaClim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François B. Sanson sur Instagram ou sur La Voix des Grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien, merci NovaClim, puis on se retrouve de l'autre côté. Bon matin à tous et à toutes sur ce magnifique épisode de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme j'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone. Donc, autant dans l'escalade de blocs, de roches, escalade d'aventure, escalade de glace, alpinisme. Donc, partout où c'est qu'en fait, ça parle français, le but, c'est vraiment de mettre la lumière sur des personnes qui ont quelque chose à dire par rapport à ce sujet-là. Puis, en fait, aussi depuis à peu près 6 mois maintenant, pour les gens qui s'intéressent, on donne du coaching justement avec l'Académie des grimpeurs. Donc, surtout pour l'escalade de blocs et de voies. Donc, que ce soit du coaching en 1 à 1, du coaching de groupe. Bref, on a un paquet d'accompagnement. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement de faire une publicité par rapport à ça, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez venir nous voir sur Instagram, sur La Voix des Grimpeurs, pour voir si c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre pratique. Puis aujourd'hui, on a la chance, en fait, d'avoir Nelson Rioux qui est avec nous sur le podcast pour nous parler de plusieurs sujets. Il va comme avoir 2 parties, si on veut, par rapport à cet épisode-là. Donc, la première partie, ça va être vraiment par rapport au mindset, puis en fait, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réussir à des
des bons puis des hauts niveaux, puis surtout, je pense, des niveaux d'engagement élevés par rapport à l'escalade en glace puis dans le terrain d'aventure. Puis, en fait, la deuxième partie, ça va être justement pour parler d'une partie de la carrière à Nelson qui est justement la photographie d'aventure. Donc, pour vrai, allez voir sur son compte Instagram, c'est assez débile ce qu'il fait, là, Nelson Rioux. En tout cas, on mettra le lien dans la description du podcast. Puis Nelson, ben, c'est quelqu'un qui est quand même, depuis quelques années, qui grimpe à un haut niveau d'engagement, selon moi, puis qui a été capable d'adapter, si on veut, son état d'esprit par rapport à ça. Fait que bref, je vais juste vous dire un petit peu les questions que j'avais préparées pour que vous puissiez voir, dans le fond, à quoi... en fait, vous préparer à savoir quoi vous attendre du podcast. Donc, premièrement, on va parler justement de mindset pour performer dans des styles engagés comme Nelson fait. Ensuite de ça, on va parler aussi de l'état de flow. Comment atteindre peut-être cet état de flow-là, une certaine lucidité aussi en grimpe, en voie, puis en escalade dans des milieux plus engagés. On va parler probablement aussi un peu d'entraînement, peut-être aussi au niveau de cet état d'esprit-là, mais aussi peut-être par rapport à de l'entraînement physique. Donc là, je fais juste envoyer cette intention-là, dans le fond, par rapport au podcast. Puis, la deuxième partie, ben, ça va être justement de parler de la grosse différence entre la photographie normale versus la photographie d'aventure, où c'est que, justement, Nelson en est par rapport à sa carrière là-dedans, puis c'est quoi sa vision de la photographie d'aventure pour le futur. Donc, assez parlé de ma longue introduction. Bienvenue, Nelson, sur le podcast La Voix des Grimpeurs. C'est un grand plaisir de finalement être assis dans ce siège ouais. célèbre de notre belle communauté québécoise grandissante de passionnés. Yeah, puis, by the way, aussi, tu sais, on parle de communauté québécoise, mais maintenant, on a quasiment un bon 30 à 40% de l'auditoire là, qui est même en Europe, là, en France. Là, donc, pas juste en France, mais en tout cas, en Europe, où c'est que ça parle français. Là, donc, c'est vraiment quelque chose de surveiller mon vocabulaire aujourd'hui. On va essayer de parler d'une façon poussée et contemporaine. Oh, tu viens de me perdre. Donc, du coup, non, c'est pas vrai. En fait, moi, j'aime tout le temps commencer le podcast avec cette petite question-là, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet des questions que j'ai parlé, veux-tu te présenter à l'auditoire de la façon qu'il te plaît? Donc, ça peut être comme grimpeur, comme être humain, comme personne, comme ce que tu veux. Je vais ratisser tous ces aspects-là, puis surtout pour mettre en évidence un aspect qui est super important aux gens qui vont peut-être avoir une tendance à se comparer, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on... Non, c'était correct, c'était pas nous autres. Pour vrai? Non, c'était pas... Ben, je pense pas. Non, je pense que c'était... Ah, OK. Ah non, c'est moi! Ah non, j'ai enlevé le Wi-Fi au lieu du son. Pas de stress. Désolé, je suis pas techno pantoute. Je suis un vieux de la vieille. Ça arrive, moi je le note, puis on va faire un petit... On va faire un petit cut. Super. Donc, non, c'est bien... Ben, je pense qu'on peut repartir. Fini ta question. Ouais, c'est ça. OK. Parfait. Quelque chose qui est super important pour moi, c'est de parler un peu de mes origines, mon environnement familial, ma jeunesse, parce que c'est ça qui façonne un peu le jeu mental qui est impliqué en escalade. Parce que comme tantôt, tu parlais de faire de la grimpe engagée. Moi, je ne considère pas que je fais de la grimpe engagée du tout. Là. Moi, j'étais un noob. Là. J'étais un rookie. Là. Je regarde ce que les autres font, puis je vois tout le temps de haut ce que tout le monde fait. Là. J'ai comme... pas encore intégré totalement des fois. Des fois, je fais des grimpes, je les termine, puis je suis comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Là? J'ai l'impression d'avoir fait une randonnée, puis finalement, je viens de take une ascension que ben du monde ne feront jamais de leur vie, mais comme que d'autres vont faire plusieurs fois dans la même semaine aussi. Fait que ça, c'est basé sur le fait que moi, je viens d'un petit milieu rural du bas du fleuve avec des parents qui ont tout fait pour bien m'offrir quand même de classe ouvrière, quand même éduquée, mais avec seulement un des deux qui travaille, qui fait que chez nous, pas que ça a été la survie, mais ça a toujours été on se garde pas trop. On travaille fort, famille, entrepreneur. Du côté de mon père, tout le monde est entrepreneur, tout le monde a des commerces. Donc, si tu travailles pas ton
ton 80 heures semaine, t'as passé à côté de la comme vie. ton là. temps partiel. Ouais, En bas de c'est 80 heures. t'es pas à bonne place. Là. C'est des quincailleries, c'est des épiceries, c'est des érablières, c'est des restaurants, des terrains de camping, ils ont tout. Là. Fait que moi, d'avoir été élevé là-dedans, dans ce contexte-là, puis je suis quelqu'un que, ben, comme vous voyez, j'ai 48 ans, puis j'ai l'air d'en avoir 28. Hey, ça, c'est fou. Ouais, mais si vous regardez de proche, là, les traces sont là. On mettra pas le 4K sur la caméra. Non, c'est vrai. Mais non, mais c'est fou parce 4K que ça, pour 4 cheveux gris. on en parlait, on s'était croisés justement à l'épicerie il y a 2 semaines. Tu m'avais dit que tu avais 48, c'est ça. Ouais. Puis là, j'étais comme, ça là. Ouais. Aucun sens dans ma tête. J'étais comme impossible. Ouais. Mais tu sais, bref, j'étais un peu comme. Pas aussi beau que lui, mais j'étais un petit peu comme un Leonardo DiCaprio. J'ai juste pas la même poussée de croissance générée par les stéroïdes qu'il y a eu. Là. Exact. Mais quand je montrais une photo de moi à 19 ans, puis j'ai l'air d'avoir 13 ans. Là. J'ai pas un poil dans la face. Puis, Mais ça, c'est le fun. Puis ça, non. Ben, Non, pas à cet âge-là. Maintenant. Oui, même là, non. Parce que j'ai jamais la mentalité de voir le bon côté des choses en partant. Fait que moi, je vois juste le négatif à ça de « Ah, je parle de mon âge. » Puis là, « Ah, ben oui, t'es ici. Ah ouais, t'es jeune. Ah ouais, ben... » ce qui fait que j'ai quand même été intimidé quand j'étais jeune. J'avais des très bons cercles d'amis avec moi parce que j'étais un gars de plein air, j'étais dans les cadets, tout ça. Fait que j'ai jamais manqué d'amis, jamais manqué de support. Mais ça a toujours été quand même, ben, vois pas grand dans la vie parce que, anyway, tu vas struggle toute ta vie. Puis c'est ça, tu sais. Mais j'ai toujours été un très grand rêveur. Pour ceux qui ont vu le film La vie secrète de Walter Mitty, ça ressemble un peu à ma vie parce que c'était un film qui était un grand déclencheur chez moi parce que je l'ai écouté la première fois que j'ai abandonné ma carrière d'enseignant que j'ai été pour partir en voyage. OK. Parce que tout le temps que j'étais jeune, je regardais des livres, des atlas, je dessinais des cartes, je tripais sur les montagnes, les océans, les volcans. Je voulais tout faire les métiers qui étaient reliés au sens de la Terre puis qui avaient de la curiosité puis tout. Puis il fallait que je voyage le monde pour voir ça. Mais on faisait le tour de la Gaspésie puis on allait voir de la famille au Chute Niagara, c'était à peu près ça. OK. Fait que je suis pas d'une famille d'aventuriers, je suis pas d'une famille de monde qui fonce dans le tas, je suis une famille de monde qui, malheureusement, des fois, qui victimise un peu, qui subit, qui accepte les choses comme elles le sont, qui se battent pas trop. Puis ça, ben présentement, justement, j'étais un peu dans la tentative de briser ce cycle générationnel-là, d'en prendre une responsabilité d'essayer de voir grand, puis quand je vois grand, ben de le poursuivre. Mais c'est toujours un peu aussi une bête noire qui détracte beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes ambitions puis de mes projets de vie. J'ai comme tout le temps à combattre là-dessus. Ce qui fait que j'ai été enseignant là, depuis que je suis parti en voyage pour faire de l'escalade en 2016, que j'ai resté à Canmore, Squamish. Je suis revenu à Québec, puis j'ai plus jamais travaillé en enseignement. J'ai toujours fait des job-in, mode survie. Encore une fois, parce que c'est pas réaliste de devenir photographe d'aventure quand t'es québécois. Fait que je le fais, je suis all-in quand j'ai des projets quand même, mais où est-ce que ça va mener, j'en ai aucune idée. Je le fais parce que ça m'attire, puis je me sens bien là-dedans, puis il y a une force créatrice qui me donne envie de le faire. Mais où est-ce que ça mène, je le sais pas. Fait que c'est à peu près là. Puis mes côté grimpe, ma grimpe de rocher, ben je suis pas quelqu'un qui performe. Là. Je veux dire, j'ai grimpé ma première 5-11 après, je pense, 7 ans d'escalade, alors que maintenant, les gens, ils font... une année et demie d'escalade, puis ils sont déjà dans les 5-12C. Là. Chose que je suis même pas proche de faire encore. Là. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est le moment que j'ai arrêté de me comparer en escalade de rocher puis en escalade de bloc. Puis pour ça, ce qui est quand même difficile, c'est j'ai besoin d'aller m'entraîner à l'intérieur, puis j'aime grimper à l'intérieur, puis j'ai été ouvreur au Rock Gym pendant longtemps. Mais l'aspect compétitif avec les autres, de me comparer dans seulement une des sphères de ce que je fais, a été quelque chose qui me brisait de façon permanente. Puis de y aller le moins possible, ça a été la clé à mon épanouissement, puis à réaliser que ce que je suis capable de faire ailleurs, pour moi, a plus de valeur. Fait que j'ai un peu de difficulté des fois parce que, comme là, ça fait des mois que je peux aller à l'intérieur. Là. Fait que c'est sûr que cet été, ça va paraître, mais oui, j'ai encore une blessure au doigt qui m'empêche. Fait que c'est mon topo. Wow! Ben merci pour l'ouverture. Puis là, tu disais que je veux pas qu'on rentre trop nécessairement là-dedans, mais je trouve ça cool, tu parlais de briser le cycle générationnel, là, justement, par rapport à au recevoir. Mais ouais, c'est ça, se contenter, exact. Comment tu vois ça, dans le fond?
Je trouve ça vraiment intéressant, comme si ça te dérange pas d'en parler, mais Non, j'ai ça- vraiment... Non, ça me dérange pas. C'est que à toutes les fois que j'ai des conversations avec mes parents qui sont la raison, en fait, pourquoi je vis encore au Québec, parce que sinon, c'est certain que je serais parti m'établir aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien pour essayer d'en faire une vocation pour vrai. Fait que mes parents, je les adore parce que c'est les personnes, malgré tout, les plus soutenantes pareil, avec la meilleure volonté que je sois le plus heureux du monde, qui sont toujours là pour moi. Puis qui m'ont apporté des valeurs personnelles qui sont comme la curiosité, comme le goût de l'aventure, la contemplation. La contemplation, c'est essentiel. Moi, quand j'étais photographe de landscape, de paysage, je voyageais seul avec ma caméra. Des fois, j'étais 3 jours sans voir personne, puis j'étais pas malheureux parce que je savais contempler, être dans le moment présent, être dans les éléments, avec les éléments, les absorber. Fait que ça, mes parents, je l'en remercie, de la compassion, de l'empathie. Ils m'ont donné plein de belles choses, mais à toutes les fois que j'ai eu des idées de grandeur, c'était « Ah, va-t'en pas trop loin, là, tu vas être loin de la maison. Ouais. Puis est-ce que ça venait juste de tes parents ou ça venait de toi-même aussi? J'imagine que c'est de toi-même aussi, inconsciemment, vu que c'est comme c'est là ancré dans c'est là ta justement personnalité. où est-ce que je parle du cycle générationnel. C'est que c'est ça qui est dangereux dans la vie, c'est que ce que les autres nous disent, ça dépend. On va tomber profond un petit peu, là. Ah, moi, j'adore Il y a des gens qui sont intentionnés, j'appelle ça intentionnés. Les gens qui ont un désir authentique que tu te portes bien puis que tu accèdes à quelque chose de bien parce qu'ils croient en toi, ils voient le bon en toi. Ça, c'est une chose. Les commentaires de ces gens-là, ça n'a pas de prix, il faut les prendre. Puis les autres, il faut être capable de prendre aussi la critique puis qu'ils vont te casser, ils vont te mettre en pleine face, mais c'est pour te rebâtir puis ça va aller mieux. Mais il y a des gens, des personnes nocives ou peu importe, X de la vie, il y en a à profusion, particulièrement dans le milieu corporate, parce que j'ai vécu des situations de harcèlement au travail dernièrement, qui font qu'il y a des paroles qui s'installent. Des paroles qui s'installent contre notre gré, puis à répétition d'environnements différents comme ça, ben elles deviennent notre propre narratif. Puis tant qu'on n'est pas conscient de ce cycle-là, on se détraque. Fait qu'il faut arriver à le voir que c'est pas naturel chez nous, puis que c'est un narratif qui est venu s'installer d'ailleurs. Ouais, puis c'est fou parce que, tu sais, mettons, moi, je remarque beaucoup aussi que souvent, quand il y a des personnes, puis ça, c'est autant des personnes bienveillantes que moins bienveillantes. Là, je dirais pas que c'est des personnes mauvaises parce que souvent, c'est comme dans l'inconscient là, des personnes. Oh, oui, comme, dans le social, tout se divise, puis ça devient juste chill, puis... Puis souvent, je trouve que c'est souvent des projections de leur propre façon de voir les choses. T'as tout compris. Fait qu'on dirait que moi-même, de mon côté à moi, la critique, j'essaie de faire en sorte que ça, c'est pas juste, mettons, pour le podcast ou l'escalade ou ma compagnie ou whatever en dehors de ça, mais j'essaie tout le temps de me dire que eux, ils voient les choses avec leur propre paire de lunettes. Puis souvent, leur propre paire de lunettes, la majorité des gens sont même pas conscients qu'ils portent cette lunette-là. Ouais. Parce que souvent, pour revenir aux générations, mettons que ça fait... mettons qu'on prend le Québec, je veux dire, le Québec, mettons notre famille, je veux dire, ça fait 6 générations qu'il y a certains bagages qui se passent, puis qui se passent, puis qui se passent, puis qui se passent. Ben, on n'est même pas conscient qu'on porte ça en dedans de nous. Puis après ça, ben, toutes nos paroles qu'on va amener vers quelqu'un, que ce soit bienveillant ou pas bienveillant, même si c'est bienveillant, des fois... Ça va avoir une incidence qu'on n'aurait pas voulu. Exact, qui n'est pas nécessairement tout le temps positif ou négatif, parce que c'est tout le temps relatif, là, ce qui est positif et négatif. Mais en bout de ligne, il faut vraiment en prendre et en laisser. Puis, c'est pour ça que je pense que c'est important dans la vie d'avoir une bonne conscience de soi. Parce que justement, après ça, tu peux tellement te faire influencer par cette vague de projection-là des gens autour de toi, dans ta famille, les amis, puis autant pour le positif que le négatif. Mais si à un moment donné, tu es conscient de tes pensées puis de justement comprendre que la majorité des choses que les gens t'envoient, c'est des projections, bien là, après ça, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans cette vie-là sans te faire porter par les vagues du narratif externe. Hey, c'était bien dit, ça. Ah non, c'était bien dit, ça. Oui, tu me levais là. Non, ben, je pense que j'ai juste vulgarisé. J'ai juste vulgarisé ce que tu as dit. Oui, non, mais c'est exactement ça. Je trouve ça intéressant. Puis ce qui arrive en plus avec ça, c'est que veut pas collectivement, ça fait un effet, je dirais pas limitant, j'ai même, puis c'est pas négatif,
ça peut être porté négatif, mais pas tant. Mon frère m'avait dit un moment donné parce qu'il était entrepreneur, plein de business, puis tout. Puis il a perdu beaucoup d'amis là-dedans parce qu'il voyait grand, justement. Fait qu'il n'a pas eu le choix de se détacher des gens qui avaient de la jalousie ou qui n'avaient pas ces idées de grandeur. Lui, il avait baptisé ça le principe du panier de crabe. Ah, je sais c'est quoi. Ouais. Je la connais, mais tu peux la raconter parce que c'est bon. Moi, Dans des fois, avec mes amis, des fois, hey, je dis arrête de faire ton crabe. Là. Ouais. Mais Parce je vais que t'expliquer, tu peux l'expliquer. Ouais. Tu prends une cage, tu mets plein de crabes dedans. Si t'en as un qui essaie de sortir de la cage pour aller vivre dans un environnement plus grand, meilleur, les autres vont le pincer puis ils vont le redescendre dans le panier avec eux. Fait que c'est pour ça que c'est important que si tu as des convictions, tu as des rêves, des idées de grandeur, puis tu y crois, puis tu le sais que tu es capable, parle-en pas trop, agis. Parce que si tu en parles trop et tu n'agis pas, il va y avoir des détracteurs, tu vas déplaire, puis finalement, ça se peut que ça se passe même pas. Fait que c'est vraiment où t'entourer des bonnes personnes qui vont te donner la tape dans le dos, qui vont dire let's go, t'es capable, mon gars. Puis ça, je pourrais t'en nommer, je suis chanceux, j'ai une bonne crew autour de moi de grimpeurs, parce que mes amis, pas grimpeurs, je les adore, puis ils sont là, ils me supportent dans tout ce que je fais, mais ils comprennent pas les enjeux qui viennent avec. Là. Mais dans mes amis grimpeurs, j'en ai là-dedans qui ils comprennent ce principe-là, ils l'ont vécu, puis ils sont à un haut niveau, puis ça me donne le boost de... Ouais. Mais c'est sûr que c'est un niveau de conscience, un niveau d'état d'esprit que c'est dur d'être de façon permanente dedans. Là. C'est à le pratiquer qu'on le devient. Ouais, puis je pense même pas non plus que faut toujours être dans un état d'auto-analyse de... Ah, ça devient lourd, sinon exact, aussi. c'est ça. Oh, Parce qu'à un moment donné, puis moi, j'ai beaucoup été de même dans les 3 à 4 dernières années. Tu sais, la COVID, ça l'a réveillé, je pense, beaucoup de personnes, là, d'une certaine façon. Puis là, je dis pas nécessairement éveil spirituel, mais le fait que les gens restent à la maison, le fait que les gens se reposent des questions, le fait que tout a changé dans les dernières années, ça a fait que beaucoup de monde se sont remis en question. Puis où est-ce que je m'en allais avec ça? Puis, en tout cas, ouais, c'est ça. Puis le fait que les gens se remettent en question, je pense que j'ai perdu mon idée. Je me souviens plus ce que j'allais dire. Ben, c'est que ça a peut-être cassé un peu de momentum, puis ça l'a fait que... Ouais. Mais bref... Ben, il y a aussi le fait qu'avec la COVID, ce qu'on se cachera pas aussi, c'est qu'on est passé... J'ai l'impression qu'on est passé... Puis là, je veux pas trop qu'on s'éternise sur cette période très obscure-là, mais j'ai l'impression qu'on est passé d'une époque où est-ce que tous les rêves, tout était permis. Il n'y a aucune limite, là. Rêve, puis l'univers est là, puis si tu travailles pour, tu vas l'avoir. Ouais. Puis là, on est arrivé, finalement, ça, c'est basé sur le prémisse qu'on a une liberté. Exact. Puis là, on l'avait plus. Fait que là, on se ramasse en cabanus. Ceux qui vivent en ville, ben là, les rêves que tu veux faire, excuse, mais je veux juste aller grimper dans un grand jardin. Je peux pas parce qu'il y a un barrage de police à Baie-Saint-Paul. Là. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a éveillé énormément de remises en question. Ouais. Moi, le premier, je suis retourné travailler dans une épicerie. J'aurais jamais travaillé dans une épicerie toute ma vie. Je me suis ramassé à me barrer les pieds dans l'alimentation parce que j'avais tellement perdu confiance en la liberté, en ces belles idées-là qu'on avait. Je me disais, hey, là, je tombe en mode survie, ça va pas bien. Je viens de repogner mon idée. Mais en fait, ce que je disais, c'est que ça aurait mis, dans le fond, la COVID, ça aurait mis beaucoup de personnes en question, comme moi, exemple, dans les 3-4 dernières années. Sauf que c'est ça, quand tu vis trop dans la remise en question puis dans l'auto-analyse de soi, oui, je pense que c'est bon un certain pourcentage du temps, mais quand tu vis trop là-dedans, ça coupe du moment présent, tu sais. Ouais, parce que tu t'analyses tout le temps, tu n'es pas en train de vivre, mais si tu es tout le temps dans le moment présent, puis que tu es influençable par tous les bruits externes, ben là, c'est là que tu es comme un pantin, d'une certaine façon. Tu es un bateau dans un océan d'iceberg. Là. Exact, c'est ça. Il faut un moment donné que tu aies un steering dans les mains quand même. Là. J'adore ça, l'analogie de... on est beaucoup dans l'océan présentement. Hein? Ouais. Bref, pour revenir à l'escalade. Ouais, c'est un podcast d'escalade. Ouais, exact. Bienvenue au podcast La Voix de la conscience. Exact, c'est ça, la voix de la conscience. Conscience en grimpe. Bref, ben là, on parlait beaucoup de mindset, mais justement, tu m'en avais parlé quand on s'était vu il y a pas longtemps. Tu as fait quand même des voix récemment engagées où c'est que tu partais d'en bas, tu te rendais en haut, puis là, tu avais des moments de lucidité ou de moments présents vraiment très intenses là, dans les dernières semaines. Puis ce qui a fait que tu as pu faire des styles peut-être plus engagés que ce que tu avais l'habitude de faire, mettons, il y a 10 ans. Peux-tu me parler un petit peu de ce mindset-là? Puis je sais pas si c'est quelque chose que tu as... En fait, c'est quelque chose que tu as travaillé consciemment ou cet état d'esprit-là est arrivé
Puis là, tu as comme eu un tada moment, puis là, tu viens d'avoir une réalisation que tu as été capable d'atteindre cet état de flow-là. Tu sais, ça a été quoi le processus derrière ça? Un peu des deux. OK. Un peu des deux. Puis ce qu'il faut dire aussi, ce qui est étrange de ça, c'est que en glace, il y a vraiment des styles différents. Il y a des styles que, si on regarde les cotes sur papier, c'est plus facile que d'autres, mais je vais trouver certaines voies avec des cotes plus faciles, plus dures que des voies engagées, parce que l'état de flow va être hyper dur à maintenir, parce qu'il n'y a jamais de repos, parce que tu es tout le temps engagé sur seulement tes pointes principales, les molettes crament, la glace est cassante, mais pourtant, c'est la même motion du début jusqu'à la fin. Tu es capable d'aller chercher des positions, le A-frame qu'on appelle avec les pieds égales. Tu te colles les hanches, tu es bien confortable, tu colles là. Mais comme c'est une série infinie de mouvements comme ça, tu regardes ça, puis tu as de la difficulté à rester dans le présent, de te concentrer aux 2 prochains moves. On dirait que tu as toujours une tendance à voir tous les moves qui viennent, puis là, à te projeter dans le niveau de pompe qu'il va avoir, de mollet, puis tout ça, puis t'es comme... Des fois, des grades 4+, peut-être pas 4+, là, mais 5 comme ça. Là. Le meilleur exemple, je pourrais donner, tout le monde va se reconnaître, les grimpeurs, c'est le pilier Simon Pro arrivé à Sainte-Marguerite. Quand je suis allé pour la première fois la semaine passée, qui est un endroit que je rêvais depuis tellement longtemps d'aller que je n'étais pas allé encore. C'est quasiment scandaleux pour un grimpeur de 9-10 ans d'expérience d'avoir jamais été là. Quand je suis arrivé au pied de la voie, c'est la voie la plus facile de tout le mur au complet. Puis j'étais plus intimidé par elle que par celle que j'ai faite, qui est quand même une des cascades les plus notorieuses d'Amérique du Nord dans l'Est. Là. OK, puis c'est laquelle dans l'Est? Le Mulot. Ah, le Mulot, OK, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est à ne rien comprendre. Pourtant, je serais allé dans le pilier Simon Proulx, puis ça aurait été une randonnée, mais c'est juste que je voyais le problème du début jusqu'à la fin, qui était 200 mètres de verticalité, puis je voyais, ça, c'est un bon exemple quand on parle de la vision, puis de les problèmes dans la vie, il faut les morceler. C'est comme quand tu fais une voie à l'extérieur, tu analyses tes repos, tu regardes tes clips, puis tu sépares, OK, je vais être capable de me reposer là, ça veut dire là, je peux gonner cette section-là, let's go. Mais si tu regardes la voie du début jusqu'à la fin, tu te dis, hey, ça prend même trop d'énergie, je peux jamais faire ça. Fait que là, c'est la même chose. Tu arrives au pied de la voie, tu es à 200 mètres de vertical, de même en grade 5, tu te dis, hey, les mollets, je vais pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Alors que là, tu fais attends un petit peu, je vais la regarder encore, puis là, tu vois une ligne de faiblesse. Tu es comme, il y a un petit ledge là pour le relais. Ah, OK, ouais, c'est vrai qu'en fait, je lis pas les 3 pitches en ligne, tu sais. Je vais me reposer là, OK, l'autre. Puis là, t'es comme, ouais, finalement, c'est pas si pire, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que, pour revenir à ta question. Ouais. Pour revenir à ta question. J'ai pas eu le choix parce que je suis parti de vraiment loin. J'ai eu une courbe de progression aucunement linéaire. J'ai pris des ASEC, j'ai bail dans des grades 3 complètement ridicules où est-ce que j'étais surqualifié pour faire, mais alors que le mental n'était pas là pantoute, puis que l'anxiété me paralysait, puis que j'avais l'impression que j'allais mourir parce que j'étais 3 pieds au-dessus d'une vis, pour de vrai. Fait que pour ceux qui vivent ça, c'est normal, puis il y a moyen de passer au travers de ça avec les bons outils. OK, il faut vraiment que je me concentre. Il faut vraiment que j'aille bien ma respiration. Je sois à l'écoute de mon corps, comment il se sent. J'ai une bonne visualisation, que je me fasse confiance. Puis aussi que je bâtisse un échantillonnage de succès pour être capable d'avoir confiance puis de connaître des mes preuves limites. envers toi-même, dans le fond, là, c'est ça. Ouais. Puis, je vais juste faire une petite parenthèse. Tu sais, souvent, le monde, ils disent que la confiance en soi, c'est quelque chose que c'est quelque chose que les gens ont ou ont pas, que c'est soit blanc ou noir. Mais moi, mettons personnellement, je trouve que la confiance en soi, c'est une accumulation de preuves envers toi-même que tu es la personne que tu dis que tu es. Exactement. Fait que fin de la parenthèse, tu peux continuer. Je suis tout à fait d'accord. mais il y en a des gens, c'est pour ça aussi que tu vas avoir des gens un peu comme Vincent, qui performent hyper rapidement dans un monde très, très complexe, très engagé, un niveau que des gens, ça va leur prendre 15 ans à atteindre, parce que je serais curieux d'avoir cette conversation avec lui sur sa confiance, sa perception. Probablement que son engagement dans le niveau d'athlétisme, d'entraînement qu'il fait depuis longtemps, fait qu'il est déjà... C'est déjà rendu un acquis, sa confiance. Il engage dans le problème, puis je dis dans le problème, mais dans la situation, puis c'est let's go, on y va. Là. Fait que pour des gens, c'est différent. Fait que, vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que oui, j'ai bâti ça. Oui, j'ai réussi à trouver mes recettes pour être capable de me relaxer. L'escalade de glace me fait comprendre que j'étais une personne qui vivait de l'anxiété, alors que je l'avais jamais compris dans la vie avant. Pourtant, les situations d'anxiété, je pourrais te remplir un bottin de téléphone de situations que j'ai vécues que
j'avais des crampes au ventre avant d'aller à un examen, que j'étais enseignant avant. Je commençais avec un nouveau groupe. J'étais 3 jours de temps à avoir des problèmes digestifs, mais je voyais pas le lien. Là. Fait que c'est sûr que l'escalade de glace m'a permis de comprendre ça. Puis pour ensuite un jour arriver avec une accumulation d'expériences spéciales avec des partners, puis je dirais des breakthroughs, où c'est que là, il arrive quelque chose que t'es comme, je savais pas que je pouvais faire ça. Ouais. Que là, je savais pas que je pouvais faire ça. Quand ça fait 3 en ligne que tu fais, tu dis, ben là, finalement, je suis capable de faire ça. Fait que tu crois un petit peu plus. Puis tu sais, l'affaire que je trouve qui est super importante en escalade de glace, que beaucoup de gens ne font pas, c'est que le succès, comme on le dit, il faut être prudent de la façon qu'on le définit. Je ne dirais pas qu'on le perçoit. OK. Parce que tu arrives en haut de la voie, tu dis, hey, j'ai enchaîné ça, yes, si je suis bon. Mon gars, tu vas t'enfler la tête, tu peux te faire péter à gueule après. Là. C'est quasiment dangereux, même en glace. Là, ouais. C'est comme, tu arrives en haut, puis tu es comme, moi, ce que je trouve super important, c'est un succès, c'est être capable de dire le style, la façon que je l'ai fait, le confort, le niveau d'aisance, d'être authentique avec mon bilan que je fais. Je fais mon bilan après chaque grain. Puis c'est comme, OK, là, ça a bien été, j'ai bien géré mon énergie, j'ai posé les vis quand c'était le temps, de la bonne façon, j'ai pas mis d'énergie. Puis là, j'arrive, je suis comme, OK, c'était réussi. Mm-hmm. Versus des fois que ça arrivait que là, j'étais comme, OK, non, là, j'ai pas relaxé assez, je l'ai fait une coupe de moves de trop pompé, mes poings n'étaient pas assez aiguisés, les pieds me popaient, j'ai bougé pareil sur ces pieds-là, je me suis rendu en haut, mais ouais. Il y a à apprendre de ça. Ouais. Puis est-ce que ton rapport à l'escalade a tout le temps été comme ça? Genre... non. Ou c'est que, c'est où un rapport où c'est que c'était pas juste de comment tu te rendais de se rendre en haut, mais comment ça a été ça longtemps. Ouais. Ça a été ça longtemps. Mais je dirais que ce qui m'a ouvert à l'éthique puis la critique par rapport à ça, c'est quand j'ai commencé à ouvrir des voies. Okay. Là, j'ai commencé à avoir les discussions d'ouverture de voies. Ça t'amène à des débats éthiques hyper intéressants. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé à développer une éthique très rigoureuse sur moi, envers les autres, envers la paroi, envers l'expérience. Okay. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, d'avoir ça, fait que d'être capable d'être honnête puis de se dire ça n'a pas été aussi bien que je voudrais aller. Puis dans le pire des cas, de dire que dans un environnement qui aurait été un peu plus complexe, ça se peut que ça aurait mal été puis il y aurait eu des conséquences. Mais c'est important de le faire. Mm-hmm. Puis de pas juste faire je l'ai sandé. Comme en roche, là, tu vas arriver en haut de la voie, tu te dis ça a passé à 2 cheveux que je slip avant de faire le clip. T'arrives en haut de la clip, tu shakes. Mais t'es comme OK, tu le tiques puis c'est fini. Tu retournerais dans le projet, tu le sanderais même pas, mais c'est pas grave, il est sandé. Exact. On passe à autre chose. Mais je pense que même encore là, c'est important de dire OK, je vais y retourner pour le maîtriser encore plus. Mm-hmm. Puis fermer le dossier et dire que c'est une vraie réussite. Exact. Ça, c'est la première clé pour moi. À partir du moment que je suis tombé dans ce mindset-là, ben, chaque sortie était un devoir. Chaque sortie n'était pas... mais oui, il y a du plaisir là-dedans. Là. C'était pas un fardeau. Là. Parce que moi, j'ai du plaisir à me challenger puis à prendre mes faiblesses puis les transformer en force. Fait que là, c'était comme, c'est le fun, j'apprends sur moi puis je m'améliore. Fait que je fais des sorties dans ce cadre-là. Puis quand je le fais avec les bonnes personnes, ben là, c'est encore mieux. C'est une belle aventure qui est souvent de type 2, mais qui me ramène à apprécier les petits conforts de la vie puis tout après. Ouais, pour les gens qui nous écoutent, by the way, type 2, le fun type 2 là, qu'on parle, là, c'est un plaisir que tu réalises une fois que c'est fait, là, que pendant que tu le vis, c'est pas tout le temps le fun, mais qu'après, tu t'en rends compte que c'était le fun. Puis il y a du type 3. Type 3, ça, c'est genre quelques années après, ça se peut-tu? Ou c'est quoi déjà type 3? Hein? Type 3, pour moi, c'est juste comme, OK, on refait pas ça. Ah, c'est de la merde, mais ouais, exact. Puis les types 3, quand tu es vie, il faut que tu sois quand même capable de dire, c'était pas un bon call qu'on a fait. Ouais. On a été chanceux avec les circonstances, on le refait pas. Mais ça, c'est pas un plaisir de type 3. C'est un plaisir de type 3 ou c'est un moment de... J'avoue, une expérience de type 3. Je suis d'accord. Ah, où c'est qu'on en était avec ça? On parlait de... On peut continuer avec ce que tu disais, côté engagement puis tout ça. Je vois des gens grimper des choses, puis moi, dans ma tête, je fais pas des trucs engagés, aucunement. Là. C'est que, comme je l'expliquais, j'ai donné une conférence au Pub Alpin, le Bivouac, puis je suis en train de monter peut-être un petit livre là-dessus aussi pour ceux qui s'intéressent pour progresser leur aspect mental d'escalade de glace. Chose qui est super importante.
moi j'appelle ça comme dans une des vidéos que j'ai montré, la position de pouvoir. Pour être capable de regarder de l'avant, on sous-estime beaucoup l'importance des pieds. On en parle beaucoup en escalade de rocher, mais en escalade de glace, si tes pieds sont pas bons, t'es tout d'un piolet. Tu crames l'upper body, puis là, ben, t'es pas capable de regarder vers l'avant, puis de penser à où est-ce que tu t'en vas correctement, puis tu sépares ton focus entre les pieds puis les bras parce que là, t'es gainé. Là. Mais si quand tes pieds sont bons en escalade de glace, puis tu prends le temps d'y mettre, puis à un moment donné, ça devient un automatisme que tu te poses même pas la question, puis tu le fais, t'as l'impression d'être les deux pieds à terre sur ton plancher de cuisine. Je te dis, c'est complètement ridicule. Tu vas être sur une il y a des fois, je suis sur des cascades, là, j'ai 5, 6, 8, 3 mètres, peu importe où est-ce que la dernière vis est en dessous, qu'elle soit bonne, pas bonne, je suis tellement dans une position de pouvoir que j'ai l'impression d'être les deux pieds à terre dans le plancher de cuisine, puis je pourrais avoir une conversation avec une personne à côté de moi comme j'ai là. Ben, voyons Je donc. te dis, c'est spécial. Ouais. Mais il faut que les pieds soient là. Si les pieds sont pas là, je suis pas capable de donner. Mais quand les pieds sont là, mes piolets deviennent juste un stabilisateur pour pas tomber de la paroi jusqu'à temps que je soigne mon prochain. Un peu Fait que comme je en suis pas- roche, là, ish. Là, Ouais. Mettons que tu es sur une dalle puis tu tiens en équilibre puis tu fais juste tenir un crimp un peu pour pas tomber par en arrière. Là, c'est à peu près ça. OK. Fait que quand tu as ça, ben là, tu es capable de regarder en avant puis de focusser sur pas juste un move, deux. Parce que les voies complexes ou ce que c'est 3D, c'est un jeu d'échecs de plusieurs moves d'avance. Ouais. Parce que tu as des poignées auxiliaires sur tes piolets qui te permettent de matcher, changer ton bassin d'angle, puis tes pieds, puis de direction. Puis si tu bloques ces poignées-là, tu te ramasses dans des casse-têtes que là, ça devient complexe. Là. Ouais. Fait que, tu sais, faut que tu aies plusieurs moves d'avance. Puis pour ça, pour être capable de le faire, faut que tes pieds soient solides puis que tu regardes vers le haut. Fait que moi, quand je suis dans cette zone-là, j'ai pas l'impression d'être dans une voie engagée parce que je prends le temps de me déplacer sur mes positions de pouvoir tout le temps d'une à l'autre. Ouais. Jusqu'à temps que j'arrive, après ça, à la fin. Ouais. Puis là, j'arrive à la fin du pitch, puis là, je suis comme, hey, je viens juste de grimper ça, moi, là. C'est tout le temps le feeling que ça fait, là. Ouais. Puis pourtant, j'arrive en haut, puis je suis pas, hey, c'était dur, c'était insane, c'était comme, j'ai tout oublié ça, là. Ouais. Puis tous les grimpeurs et les grimpeurs, je pense qu'ils ont déjà eu des moments comme ça où c'est que finalement, ils scènent leur projet, que ça faisait comme 10 sessions qu'ils faisaient. Puis là, la personne arrive en haut. Hey, j'ai grimpé mon bloc, ça a été flawless. T'sais, ça a été comme parfait. Ouais. Puis j'avais lu un livre justement qui me fait penser à ça par rapport à l'état de flow. Puis justement, ça me fait vraiment penser à ce que tu disais que quand c'est trop facile, des fois c'est difficile d'atteindre cet état de flow-là. Tu peux pas, parce que ça prend un challenge. Exact. Il y a comme une Faut que tu zone challenges. parfaite là, pour le flow. Là, ouais. Mais ouais, t'avais l'air parti sur une. Ah non, mais c'est juste que c'est ça, ton état de flow, tu t'atteindras pas un état de flow. Je vais faire une comparaison, là. C'est juste, exemple, comme marcher sur une ligne droite qui est au sol. Tu ne seras pas en état de flow là-dessus. Mais si ta ligne droite qui est sur le sol, c'est une poutre qui est au 3e étage d'une bâtisse, tu travailles sur la construction, tu marches dessus pour attacher. La game n'est pas pareille. Là, ça se peut que tu aies besoin d'y être parce que là, comparaison un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de challenge différent. C'est la même chose que tu fais. C'est la même ligne droite, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que les gens, des fois, ils jugent puis ils trouvent que tu chasses les cotes. Non, tu chasses pas les cotes. Parce que si tu vas pas te challenger suffisamment, tu pourras pas être dans ton état de flow. Tu pourras pas te déployer ces outils-là. Tu pourras pas. Tu pourras pas les forcer. Fait qu'il faut que tu sois challengé. Il faut que ton cerveau soit fired up puis que all gun blazing, comme les Anglais disent. Puis pour ça, ça te prend ton challenge suffisant. Pas trop. Pas trop, c'est ça. Parce que si le challenge dépasse le niveau de compétence, t'es par-dessus la tête, puis là, tu te fais casser. Puis c'est là, en plus, que là, la peur devient un élément de risque. Parce que là, tu grimpes tout croche, puis là, tu commences à avoir la chienne parce que t'es surpompé, puis tu n'as par-dessus la tête. Tu bouges ça, tout c'est un état croche. de panique qui embarque. Puis là, finalement, t'as même plus de gaz pour mettre une vis, puis t'es comme, hey, je suis obligé de me crisser en bas ici. Tu veux pas te rendre là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu le trouves, ce sweet spot-là, puis ça prend du temps. Puis il évolue. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans tes voies, puis comment que tu progresses, pour que tu sois capable de toujours, si ton objectif c'est de progresser en escalade de glace, mais de rester dans cette petite zone-là tout le temps. Oui, je pense qu'on a toute l'image de la genre de bulle, là, de le rond de confort. Là. Ouais. Puis t'as comme la zone de confort qui est là, puis le but c'est juste d'expandre cette bulle-là, juste un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Ouais. Crime, c'est vraiment intéressant. Puis c'est encore plus important, je pense, en glace que dans. Tu sais, en roche ou en gym, mettons en gym, tu peux à la limite être dans une zone de panique, puis c'est pas
grave. Tu sais, je veux dire, Tu ce vas sera juste pas finir dangereux. avec un sac de glace sur ta cheville au délire. Exactement. Exact, c'est ça. Si t'es malchanceux. Ouais, mais c'est plate quand même. Là, je l'ai vécu plusieurs fois. Puis, Ouais. compassion pour ceux qui ont des ligaments déchirés puis des foulures. Puis, Ah on ouais, a mais tous moi, en passé ce moment, par ben, là. ça fait 7 mois. Ben, tu sais, moi, c'est dehors là, que je suis tombé, mais tu sais, c'était même pas dans quelque chose de difficile. Là, mais bref, une blessure, c'est plate. Là. Mais je veux dire, tu sais, si, exemple, quelqu'un qui grimpe V5, là, on parle de bloc. Parle de moi. Hein? Ben, mettons V5, mais tu sais, tu peux aller dans un V10. Puis, tu sais, je veux dire, tu risques de pas te blesser. Là. Tu sais, tu risques de pas bouger Non, parce que ben tu vas faire 3 moves, mais au moins, tu vas développer des skills différents. Puis tu Exact. n'auras pas le choix d'être Mais, à l'écoute. Tu sais, c'est vraiment loin de la zone de confort. Mais l'affaire, c'est qu'en glace, si tu décides d'aller dans quelque chose de vraiment plus difficile, exemple V5 à V10 en comparatif en Ouais. bloc, je sais pas à quoi ça peut Ben, être le comparatif, là, mais... Ben, ouais, parce que, admettons que tu grimpes du 4, tu es capable Ouais. de progresser dans du vertical, puis tu vas te lancer dans une affaire comme le mulot. C'est sûr que tu sors d'un sac noir ou d'une civière. Là. c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pour ça qu'il faut que tu sois entouré aussi des bonnes Dans un personnes. sac noir ou une qui- civière. qui- Ça m'a ben- pris genre 5 secondes de réaliser ce que t'as dit. Ah, c'est parce que c'est une blague qu'on Ouais, dit souvent. dans un sac noir. On dit souvent. Ah, ouais, 2-3 sacs noirs différents. Ouais. Exact. Non, on veut pas ça. Non, non. On veut pas ça sur nos belles parois du Québec. Soyez prudents. Exact. Grimpez les bonnes choses avec les bonnes personnes qui Ouais. vous poussent pas dans des choses que vous n'êtes pas rendus. Hey, hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Mais Ouais. une petite anecdote quand tu parles de. Puis elle m'a marqué cette anecdote-là. L'année passée, j'ai grimpé une voie qui s'était formée juste 4 fois dans les 30 dernières années. À côté grade 6, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas eu l'impression que c'était un grade 6. Puis c'est une voie que j'allais au pied souvent parce que c'était aux palissades. Puis les palissades, ben, c'est mon terrain de jeu. C'est là que je développe beaucoup. J'ai passé tellement de temps là. Je connais les murs par cœur. Puis je vais souvent au pied de la voie. Puis je suis comme, hey, un jour, je vais peut-être la voir. Mais jamais je me suis dit un jour, je vais la grimper. Puis finalement, elle s'est formée. Puis j'ai François Lemieux, un ami qui l'a fait. Puis qu'il m'a envoyé une photo. Puis j'ai fait, hey, François est passé là, je vais y aller. Puis la trail est tapée en plus. Fait que je suis allé. Puis ça a super bien été. J'avais emmené, c'est une voie qui se protège mal parce qu'elle cuit au soleil, la glace est mince, tu pognes la roche avec tes piolets. J'avais emmené mon rack de trad. J'ai fait le départ en mix parce que la glace touchait pas jusqu'à terre. J'étais arrivé à un premier arbre que j'ai fait un étranglement sur l'arbre. Puis pour arriver à ma première vis, pas trop bonne, mais une vis, puis j'ai enlevé la sling, puis j'ai pris tout mon rack de trad, puis je l'ai mis sur l'arbre qu'il y avait là. OK. Fait que je me suis dit, je suis rendu dans la glace, ça, je sais faire. Sauf que la glace, la protection était j'accumulais les protections qui tenaient à peine à sec. Là. OK. Sur de la glace cuite au soleil avec de la neige, puis sur des 13 cm, puis des 10. Puis je suis parti là-dedans, mais tout le long, il y a une belle fissure sur le côté. OK. Tout le long. Ah ouais. Tout le long. Puis le monde protège sans roche. Là. Puis là, Ok. moi, j'ai rien mis. Là. Maintenant, j'ai quand même pas pire en autre. Là. Mais tu sais, j'étais confortable, j'étais dans ma zone. Là. Puis j'ai fait la voie en haut, elle est moins cuite au soleil parce que l'écoulement il est plus frais. Puis t'es arrivé en haut, j'ai fait ça. Puis c'est triste un peu. Ici, je tiendrais à remercier mon partenaire de choix, Jérémy Morin, qui était avec moi, qui a même pas secondé la voie après parce que ça m'a quand même pris quelque chose comme 2h30 grimper ça. Il faisait moins 18. Puis une voie de genre 50-60 mètres, là, puis il l'a même pas grimpé. On est reparti. Puis quand je reparle après ça, là, les gens ont fait « Hey, Nelson a grimpé ça. » Ben là, si Nelson a grimpé ça, ben, probablement qu'ils se sont pas dit ça. Là. Ça doit être ma perception. Là. Ouais. Ils ont juste fait « Hey, c'est in, on y va. » Fait que là, il y a eu un autobus de monde qui ont fait ça. Moi, c'était la 5e ascension. Ça s'est rendu jusqu'après ça, je pense probablement la 20e. Là. Tout le monde est allé Combien après. de temps, ça? En 2 semaines. Ben, voyons. Ah oui. Ah, ça a été Il y a eu le 15 ascensions. Hein, Ah c'est oui. pas- Alors que ça avait été 95 ou 96. Après ça, 2018,
puis il y en a eu un autre de quelqu'un qui n'a pas sandé, qui est allé dedans. Mhm. Puis après ça, 2025. Tu sais, ça donne une idée. Là. OK. Mais là, dans la même année, là, tout le monde est allé. Là. Ouais. Puis là, je reparlais à du monde qui sont allés après, puis qu'ils ont mis du guide de roche tout le long. Là. Ouais. Fait que là, ils disaient, hey, Sur la craque à droite que tu parlais. À gauche, ouais. À gauche, ouais. Ouais. Bref, la craque. Ouais. Fait que là, ils disaient, ouais, t'as engagé le père? Ben, j'étais confortable. Tu sais. Fait que c'est pour ça que tu me dis, je gagne des affaires engagées. Non. Mais là, cette fois-là, j'ai eu la réalisation que, ben, ça peut arriver des fois. Je cours pas après ça. C'est vraiment pas mon intention. Mais quand j'ai quelque chose, que j'ai le feu pour une voix, je suis. Puis moi, c'est beaucoup de même que je fonctionne. Là. L'esthétisme d'une voix, l'éphémérité, il y a quelque chose, une voix qui est rarissime, qui est jamais là, puis que j'attends depuis longtemps. Puis là, c'est l'émotif qui embarque. Je suis quelqu'un de TDAH qui vit tout à fond, l'intensité. Puis là, c'est comme all gun blazing, ça y va, puis c'est fait. Nice. C'est hot. Mais je trouve que ça fait un beau parallèle aussi, parce que tu avais mis des photos de ça sur Instagram. Ouais, j'ai même fait je grimpais avec une caméra Insta360 ces voix-là. Fait que sur mon channel YouTube, ici en bas de l'écran, vous regarderez QVM, toute la grimpe au complet en version longue avec la caméra si vous voulez voir de quoi ça a l'air. Hey, ça a l'air. Parce que moi, je vais aller voir. Je ne l'ai pas vu, là, mais j'avais vu des extraits sur Instagram et tout. Mais ça, je pense que c'est un beau parallèle avec un beau pont, en fait, avec ce que je voulais qu'on parle aussi là, par rapport à la photographie d'aventure. Parce que t'en fais depuis un bail, là, je veux 2016. dire, 2016. Ça a été quoi? Tu sais, comment... En fait, selon toi, c'est quoi la grosse différence, mettons, de la photographie d'aventure puis de la photographie standard? Il y a deux aspects. Ouais. Moi, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est que je sais pas si... Puis, ben oui, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je voulais pas te... pas de problème. Mais c'est que tu as dit qu'en l'espace de... Tu sais, je trouve ça cool que tu aies posté ça sur les réseaux sociaux. Puis après ça, paf, 15... Tu sais, il y a eu 15 ascensions en l'espace de 2 semaines, alors que ça faisait des années que ça n'avait pas été fait. Fait que veux pas, tu as joué un rôle dans la mise en lumière de ces sites-là avec ce que tu fais. Fait que c'est cool. Là. Ouais, mais je suis pas certain que j'ai tant de connexion que ça avec ça. Je pense que c'est plus le fait que je suis capable de me détacher puis de dire c'est juste que c'est le même au Québec, là, de moins en moins avec les... Il y en a une belle concentration de gens qui vont explorer puis qui sans acquis puis qui vont aller voir sans attendre, puis qui vont trouver des trucs. Mais de plus en plus avec les réseaux sociaux, c'est « Ah, ben là, je sortirai pas s'il n'y a pas de conditions. » Fait qu'il faut que je sois sûr d'avoir des conditions pour y aller. Ouais. Fait que tu regardes sur la page d'escalade de glace au Québec, conditions, c'est fou la quantité de stock qu'il y a là-dessus, mais pour des affaires qu'on voit 3 fois dans la même semaine, la voie, là. Fait que c'est comme une année, ben, allez-y, puis vous allez trouver quelque chose, puis ça fait partie de l'aventure. Là. Mais là, pour des voies de même, quelqu'un voit « Hey, ça a été grimpé, let's go, on y va. » là. Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. Les autres, ils connaissent leur capacité, fait qu'ils vont y aller. Là. Puis cette voie-là n'était pas très à condition, dans le fond. Là. Je veux dire, elle n'est pas tout le temps grimpable. Non. Okay. Elle est par rapport à toute... La première, je ne sais pas dans quelles conditions qu'elle était tant que ça. On pourrait en parler avec François Guy, c'est lui qui l'a ouvert. La voie s'appelle Indianati Vierge. Ouais. La deuxième et troisième ont été une année qui était plus fat, donc meilleure glace que l'année que je l'ai fait. La quatrième, la même année. Puis entre deux, l'autre qui a été fait, il y avait quasiment pas de glace. Là. C'était une voie de Draito. Là. Fait que c'était vraiment un autre niveau de difficulté que ce qu'on a connu. Là. Est-ce que vous voyez une grosse différence avec le réchauffement climatique et tout ça au fil des années, ou c'est vrai que ça n'a pas vraiment pas de différence vraiment? Ah oui, c'est une grosse boîte de Pandore que tu ouvres là. Mettons, ben là, je voulais pas... C'est juste que c'est... Oui, parce que moi, je suis revenu au Québec en 2000... Je restais dans l'Ouest, je suis revenu au Québec en 2000... Aux fêtes 2017-2018. Ouais. Puis quand je suis revenu ici, fait que j'ai fait les 2 saisons suivantes, donc hiver 18-19 puis 19-20. Je me rappelle qu'au mois de novembre, c'était des moins 20, les tempêtes de neige. Au mois de novembre? Ah oui, c'était des hivers on commençait dans un grand jardin à l'Halloween. Ben voyons donc. Ah oui, à l'Halloween, on allait faire le retour des crapauds. Est-ce que c'est un peu comme cette année, je sais qu'au Québec, décembre, ça a été quand même raide, mais c'était comme ça, c'était pire que ça? Non, cette année, ça n'a pas été raide, là, ça a été slow en maudit. Là. J'ai fait du Draito. Ça a été long avant de faire des belles voies de glace. Là. Ah, ça a été long. Moi, je trouvais que cette année, avant décembre, Noël, faisait j'ai pas froid. fait grand-chose. Ouais, mais c'est parce qu'on a eu une sécheresse cet été. OK.
Fait que ça prend de l'eau dans le sol pour que les cascades se forment. Hmm. Tu sais, si le sol n'est pas imbibé d'eau, oui, il y a plu cet automne, mais il a tellement pas mouillé cet été que là c'est un hiver particulier pour ça. Parce Ok. que comme dans les Hautes-Gorges, cette année, il se passe pratiquement pas grand-chose comparé aux autres années parce Ok. que les cascades ont tellement pas eu d'eau, ils sont déjà cuites au soleil. Le mur du Mont de l'Équerre, on n'a jamais vu ça. Le pilier de la Loutre est cassé, le pilier de la Pomme est cassé, justement à cause des variations de température. Mhm. Fait que là où est-ce que le réchauffement, personnellement, moi j'ai remarqué dans ma courte carrière d'une dizaine d'années, c'est que l'hiver, des fois, oui, il arrive tôt, mais c'est que l'hiver, il est plus soutenu. Mhm. C'est que tant que janvier n'est pas arrivé, le yo-yo que ça fait, et le yo-yo que ça fait, il est bon et il est pas bon en même temps. Il est bon parce que ça fait des écoulements qu'on n'aurait pas, parce que l'écoulement n'est pas le même quand le sol est gelé que quand il n'est pas gelé. Fait qu'une fois que le sol est gelé puis qu'il se met à faire chaud puis que ça fond, ben ça coulera pas au même endroit. Fait que ça fait des nouvelles lignes. Fait que le potentiel de première ascension, il est quand même élevé. Puis l'autre affaire, c'est que ça vient endommager les lignes existantes. Ouais. Parce que là, quand il pleut puis il fait chaud, l'eau de pluie est chaude, mais au lieu de ruisseler dans le sol, vu qu'il y a de la glace, elle coule dessus, ça rentre dans la glace, ça gruge la glace, fait que ça fait que les cascades, leur structure est affectée, puis ça reprend du temps à revenir s'il n'y a pas d'écoulement. Il avait beau faire froid après, mais ça reste une glace morte, sèche, qui est tout croche. Fait que ça prend... faut que la neige refonde, faut qu'il y ait... Fait que ça fait des années bizarres des fois. Là, ça fait des voies qui vont rester toutes secs, puis de la glace morte, comme on appelle, c'est pas la glace que tu veux grimper. Parce qu'avec les écarts de température, elle fracture après, puis sa solidité est vraiment affectée. Fait que tu veux une glace qui est vivante, qui a de l'écoulement dedans, puis qui se renouvelle, peu importe les changements de température. Là. Fait que oui, quand même, il y a des hivers... on a eu des hivers d'exception il y a 3 ans, je pense, où que la liste de première ascension des Hautes-Gorges était faramineuse. L'année passée, ça a été une très bonne année pour ça parce qu'à partir du mois de janvier, les températures ont été très soutenues dans le négatif. Jusqu'au Festiglas, il n'y a eu aucune température au-dessus de 0. OK. Ça a toujours été entre -8, -12, ce qui est parfait pour la glace. Ouais. Fait que l'hiver passé, j'ai eu la chance de faire une liste de voies qui n'étaient jamais formées, là, que cette année ne sont même pas formées. Là. C'est fou, ça. Ouais, fait que l'année passée, c'était... C'est débile parce que là, tu as 48, mais tu as commencé toute ta carrière de grimpeur de glace à 38, dans le fond, 39 à peu près. Ouais, ben commencer est un grand mot parce que depuis 2013, qu'à chaque année, je loue un kit chez Mec, puis je vais grimper 2 jours dans mon hiver, puis c'est les plus belles journées de mon hiver. Là. OK. La veille, je suis chez nous, je regarde mon gear, puis je suis comme « Ah yes, enfin, j'étais un alpiniste! Ouais. Puis je capote ma vie, tu sais. Puis à partir de 2017 que je me suis équipé complètement. Là. Ah ouais. C'est fou, ça. Fait que oui, j'ai commencé tard. J'ai commencé tard, mais là, justement, parce que j'ai commencé dans une passe de ma vie où quand j'ai quitté ma profession d'enseignant, j'ai eu des gens autour de moi super importants de 60, 61 ans qui sont morts de cancer. Le meilleur ami de mon père, la mère de mon meilleur ami d'enfance, que là, ça a été paf, paf, 2 claques au visage dans les mêmes 6 mois de... Là, tu vas vraiment travailler toute ta vie juste pour une retraite. Là. Puis peut-être que ta retraite, fait que, c'est comme on dit, on a toujours montré, on va retomber dans le spirituel un petit peu, j'aime pas ça. trop. Là. On dirait que On des fois, rouvre une tu parenthèse. sais, la vie, c'est, on te donne un canevas. Ah, je te donne un 24 par 36, puis peinture-moi l'œuvre de ta vie. Fait que là, toute notre vie, on imagine ce qu'on va peinturer dessus pour la remplir. Puis là, on prend notre temps pour pas remplir le canevas tout de suite, là. Puis là, un moment donné, t'arrives à un âge que, ah non, finalement, C'est live, c'était là. juste un 8 par 10 que toi, on t'a le chop. Ouais. T'sais. Fait que c'est pour ça que là, c'est la réalisation que j'ai eue. Là. Fait que là, j'ai tout jeté par la fenêtre, tous les standards, tout ce que je m'étais bâti dans ma tête de ce qui était important dans une vie. Puis je suis parti dans l'Ouest, puis j'ai travaillé dans des hôtels, à passer à la mop, à déboucher des toilettes, puis à faire tous les jobs que tu veux pas faire, juste pour vivre, passer du temps en montagne, puis faire de la photo. Pour vivre le Faire rêve, de la dans le fond. photo, C'est ouais. de le vivre Ouais. live, le Ouais. rêve, pas de... Ouais. Puis pour revenir à ce qu'on parlait, pour Ouais. revenir à la photo, faire de la photo de paysage. Belle loupe, ça. Ouais. Parce que là, dans l'Ouest, Ouais. ça devient facile. Ça faisait longtemps que je faisais de la photo. Mon père avait une vieille caméra à film. J'ai toujours été attiré par ça quand même. J'ai une tante qui m'avait donné un petit Kodak quand j'avais 12 ans. Fait que j'ai toujours eu un attrait vers ça. Puis là, un moment donné, en 2001
ou deux. Je m'étais acheté un 35 mm, puis là, je faisais des longues expositions de nuit, des photos d'éclairs, d'orage, parce que j'étais un passionné de phénomènes météorologiques, tout ça. Fait que là, je chassais les orages, je faisais des photos, je suis rendu dans l'ouest. Fait que là, hey, les montagnes, c'est donc bien facile de faire des belles photos Là, ici. tu prends ta caméra puis tu fais paf. Ben non, mais tu sais. Non, mais moi, ce que je faisais, c'est vu que je suis quand même quelqu'un d'appliqué, de perfectionniste, que je veux tout faire les choses bien, ben là, j'arrive là-bas, ben je me lève le matin. Je viens d'arriver dans l'Ouest, je connais pas encore d'amis, je pas encore d'amis, je travaille pas ici encore. Fait que là, je me lève à 5 heures le matin, je vais avec mon trépied puis mon café me parquer d'un étang, me les geler, à faire des photos de lever de soleil, de coucher de soleil à tous les jours pendant un mois. Mais je tripe ma vie à faire ça. Là, je commence à travailler, je rencontre du monde, je commence à faire de la montagne, je commence à grimper. Puis là, un moment donné, c'est comme, ouais, ben là, la photographie de paysage, c'est quand même facile, tu sais. Puis là, t'arrives le matin, puis t'es comme, t'as le spot pour la photo que tu veux. Il y a 15 personnes dans le même swamp que toi, là, qui vont bouger, qui pilent dans l'eau, qui font des vagues, puis qui font à peu près toute la même shot. Puis là, je me dis, ouais, mais finalement, là, j'avais pas la conscience de l'unicité de notre œil puis de notre vision. Puis je me disais, ouais, ben là, finalement, je vais faire le même résultat que tout le monde. À quoi bon faire ça, tu sais? Puis là, j'ai fait, OK, ben là, je veux de l'aventure. Je dis, si je mets de l'effort physique, parce que quelqu'un qui aime me dépenser quand même, en plus, pour m'emmener dans des environnements complexes, ben déjà là, je viens de sabrer sur une grosse quantité de gens pour faire que mon travail va être plus unique. 90% du monde ne feront pas ça. C'est le même, je le voyais dans le temps. C'est peut-être pas la bonne façon de le voir, là. C'est peut-être un côté de moi qui veut... je me marginalise souvent. Là. Je veux dire, c'est comme moi, exemple, le podcast La Voix des grimpeurs. Là, je veux dire, s'il y avait eu déjà 30 podcasts francophones d'escalade, je sais pas si j'aurais fait la même chose. Je pense que c'est cool de vouloir faire une œuvre qui est différente de ce qui se trouve. Là, oui, je veux dire, mais la leçon quand même, c'est qu'on est tellement des êtres différents que de croire en ses couleurs, en notre vision, puis d'investir dedans va donner quelque chose d'unique pareil, puis qui va aller chercher l'auditoire qui veut ça. Fait que c'est... On se limite puis on le fait pas. Mais à quelque part, tu regardes même là au Québec, là, des bons photographes qui font du stock-out, il y en a. Là. Je vais en nommer. Il y a Maxence Lavoie, il y a Caleb Gingras, il y a qui d'autre? Là? Ulrich fait des belles photos. Comment? Tu connais-tu Laurent Étienne Tardif? Il fait beaucoup de photos. Non, mais il y en a. Il y en a plein. Regarde les films. Croisé, c'est pour ça. Regarde les films de... Voyons, Antoine Bernatchez. Il y en a du monde qui font du stock de qualité. Puis si je m'arrête à ça, ben j'en ferai pas. Exact. Parce que je vais me dire que mon stock est nul, puis j'en ferai pas. Mais à quelque part, je sais que mon regard sur le monde n'est pas le même. Puis la photographie, ben c'est de mettre en évidence, moi, comment je vois le monde. Fait que là, pour revenir à l'escalade, fait que là, j'ai commencé, mais j'avais pas le niveau. Je grimpais du 5-8 en sport. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme photo? Fait que là, au début, ma quête, c'était juste, ben là, je vais apprendre à jumeaurer puis à travailler sur corde, puis au moins, ben, je me joins à plein de monde. Puis en même temps, ben là, ça me permet facilement de connecter aux gens parce que personne n'a des photos d'eux autres à grimper. Fait que tout le monde est willing d'avoir un photographe qui veut se faire chier sur corde. C'est sûr. Puis là, ben là, moi, j'avais comme un blocage. Ben, je peux pas faire des photos de la terre, tout le monde peut le faire. Fait que là, il faut que tu te mettes le cul dans les airs pour faire tes photos. Fait que là, de là jusqu'à des années de temps, puis là, à développer un bon réseau de contacts, vivre des expériences quand même... pas mal au-dessus de ma limite à des moments. Là. Je peux te pour conter... faire des photographies, mais je peux te conter une anecdote. En 2017, c'est la première année que je fais de la photo d'escalade puis je jumore sur des cordes. Le plus haut, j'étais allé sur une corde. À ce moment-là, je faisais pas tant de multipitch parce que j'étais peureux au bout. Secondé du 5-8 en trad, je faisais dans mon froc. Fait que là, c'est comme... Je rencontre un Allemand puis un Américain quand j'étais à Squamish parce que là, je passais l'été là. Ben, je voulais déménager là, fait que j'essayais de m'implanter là. Puis là, je rencontre ces boys-là, puis on va faire de la... Ça commence tout le temps de même. Tu sais, c'est un peu comme le dating. Là. Tu commences à prendre un café. Si ça va bien le café, ben là, ça peut être un repas à la maison. Puis un peu plus. Fait que là... après ça, tu vas grimper. Oui, ça dépend de la... Tu sais, c'est la chimie, là. Tu sais. Fait que là, tu t'en vas... Tu t'en vas craguer, tu fais des photos, puis là, ils voient comment tu travailles, ils voient si tu perds du temps, si tu es efficace, si tu as du fun aussi, si en même temps, ben, tu es professionnel, puis tu connais tes affaires, puis si le résultat, il est beau, tu sais. Puis là, ils ont kiffé sur les photos. T'es allé sur Exasperator, une des 5-10 les plus légendaires à Squamish sur le Chief. T'es allé sur Sentry Box, première 12 heures à Squamish, une fissure exceptionnelle sur du rocher immaculé.
Puis là, un moment donné, c'est comme, hey, on aurait un projet pour toi, si t'es down, là. Hey, check la voix en haut du Chief site, là. À l'époque, le vieux guidebook, c'était ceux qui ont vu le guidebook de Squamish, la page couverture, c'est Highplane Drifter. C'est un 11C qui est au. Maintenant, je l'avais, c'est une fille qui grimpe, qui la avec grimpe Brittany en bleu, Goris. bleu poudre, là. Ouais, exact. Ouais, Brittany Goris, qui est une grimpeuse de 5'14", là, trad, très bonne grimpeuse, d'aventure aussi. Puis, mais le guidebook avant, la couverture, c'était Jesse Huey sur The Calling ou quelque chose comme ça. Là. Puis, il y avait une petite photo du crux de Highplane Drifter dans le livre. Puis là, je me rappelle, là, il me montre ça avec son doigt. Il dit, on va aller là. Dans le fond, nous autres, on l'a fait en faisant Angel's Crest. Puis après ça, tu fais la variante des 2 pitchs. Un pitch 10D puis un pitch 11C à cause d'un gros move reach. Puis, mais on va rapper, on va monter en haut à pied, on va descendre en rappel, puis tu vas shooter. Je suis comme, ben let's go. Je dis oui, tu sais. C'est sûr, là, j'ai une opportunité, je dis oui. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Là. Le plus haut je suis allé sur un mur, c'est à peu près 30 mètres dans les airs. Mm-hmm. Fait que là, je monte en haut de ça, arrive avec la corde, puis là, ce qui est spécial sur cette voie-là, c'est que tu descends une dalle, mais qui est coupée complètement à droite avec le vide. Fait que là, t'es sur la dalle, tu te tiens loin du bord, puis là, t'arrives à la fin, il y a la petite longueur 5-6 à la fin avant d'arriver au 11C. T'arrives au 11C, puis là, c'est complètement vertical de 650 mètres d'exposure avec les chaînes qui sont l'autre bord de ça. OK. Fait que là, il faut que tu te clips dedans puis que tu te laisses aller l'autre bord sans que la corde ou tes longes ou peu importe snap sur le bord de l'arête qui est pas mal plus tranchante que ta table ici. OK. Puis là, tu arrives avec les fesses dans le vide de 650 mètres. Alors, l'exposure, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais c'est là que ça a fait, hey, je veux revivre ça. Là. Mm-hmm. Je veux revivre ça. Puis ces photos-là, c'était pas les meilleures photos que j'ai faites, mais pour moi, je tripe sur ces photos-là bien raides. Là. Aïe, Fait aïe. que ça, c'était un... Puis anecdote de cette journée-là, je descends en rappel une autre longueur pour prendre le 10D. Puis pour ceux qui aspirent à faire de la photo d'escalade, la chose la plus importante, 1, faites rien tomber sur les gens en dessous de vous. Puis 2, ben, essayez de tassez-vous de la ligne de grimpe parce qu'il faut que vous soyez inexistant pour eux. Là. Exact, c'est ça. Fait que là, j'arrive puis j'essaie de me tasser, mais je suis dans un surplomb à balloter dans le vide où c'est un coin lisse avec rien du tout, puis il faut que je me tasse pour le grimpeur qui arrive. Puis là, j'essaie de tirer sur un crim qui est là, puis le crim, ben, c'est une prise grosse de même qui me reste dans les mains. Elle a lâché Ouais. Puis j'ai réussi à la prendre puis à la mettre sur moi. pour pas que ça tombe sur le grimpeur, là. Ouais, parce que Ben, là... voyons! Parce que en dessous, là, c'est 2 pitchs. Ça, c'était la première grosse expérience, si on veut. Oh oui. Oh oui. Puis là, en dessous, il y a un ledge gros comme 4 fois la table ici avec un arbre puis tout. Fait que si la roche tombe, c'est sûr que ça shrapnel partout. Shrapnel explosé en petites pièces. Puis en dessous, ben là, t'as à peu près 13 à 15 autres longueurs. T'as le chief, dans le fond. Là, ouais. Avec du monde en dessous. Fait que t'as fait de quoi? Fait que là, c'est comme, je peux pas la tirer en bas, là. Fait que là, j'ai enlevé mon petit sac à dos. T'as je traîne Kodak dans les mains, là, je veux dire. Ouais, ben le Kodak, j'ai toujours une longe de sécurité. Ouais. Fait que là, je le mets sur la longe. Je prends mon petit sac à dos que j'ai ma bouffe, puis mon eau dedans, puis ma doudoune. Parce que c'était au mois de septembre, puis à l'ombre, le vent qui monte, doudoune. Fait que là, j'ouvre ça. Je mets la roche dans le sac. C'est une roche grosse comment, mettons? Grosse comme... Épaisse comme ça. Fait que comme, on va dire, 3 15 briques, là, genre, mettons, Oh oui. 3 briques Oh oui. rouges. Là. Un 15 3, 4 livres, briques, ok, ouais. Je la prends, je la mets dans mon petit sac à dos. Fait que j'ai passé la journée avec la roche dans le sac à dos, je la remonte en haut après. C'est drôle. Ben, c'est drôle. C'est une expérience. C'est là que j'ai compris. C'est 3. Ouais. Ouais, exact. Ouais, c'est là que j'ai compris les enjeux de travailler en hauteur. Ouais, puis depuis ce temps-là, est-ce que tu sais, mettons, la photographie d'aventure, est-ce que tu vois ça en ce moment comme une carrière, etc.? Tu sais, comment? Parce que, tu sais, au début du podcast, on parlait aussi, pour revenir au fait de recevoir, là, le recevoir, puis de se sentir de claim, là, si on veut, ton dû. Là. Ben, en tout cas, on se comprend. Ouais. Comment tu vois ta carrière de photographe en sachant que au Québec, il y en a, mais c'est pas c'est quelque chose qui est très niché. T'sais, aux États-Unis, il y en a peut-être un petit peu plus. Est-ce que t'as-tu une vision de vouloir pousser ça loin ou en ce moment, t'as pas. Comment tu vois ça? Genre, Ça, c'est une bonne question. Ouais. Puis, ça va être long. On est correct. Parfait. On va ouvrir quelque chose d'intéressant. Parce qu'on est présentement à une ère où est-ce que si je rationalise la question, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Mm-hmm.
Parce que de plus en plus, les magazines, tout le monde, c'est AI, c'est les pros, ils ont majoritairement leurs ententes d'exclusivité avec des photographes X, puis il faut que tu aies ton agenda complètement libre, puis il faut que tu suives. C'est comme si tu étais en Amérique du Nord, tu suis les saisons. Là. Fait que tu pars à Squamish l'été, après ça, tu vas à Smith Rock, après ça, tu t'en vas à Indian Creek, après ça, tu descends en Californie, puis après ça, tu vas au Mexique, puis là, tu reviens, tu refais ton cycle. T'sais. Fait qu'il faut que tu aies un agenda complètement libre pour que quand les opportunités arrivent, tu puisses dire oui. Puis là, une opportunité arrive, tu crées avec des gens qui ont les connexions, qui ont le nom pour que l'opportunité elle voyage. Toi, ça là, te prend aussi un portfolio, pas, Ouais. je veux dire. Ouais, mais Toi, tu l'as, là, c'est déjà fait, mais c'est quelqu'un qui commence, là, c'est Ouais. pas évident, là, en tant ouais, que tel. ça peut se faire vite quand même. Là. OK. Puis ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ce que ces gens-là remarquent le plus, c'est oui le portfolio, mais c'est quoi ta signature? Mhm. Qu'est-ce que tu laisses comme expérience? C'est quoi Ça, l'arme, carrément? ça, qu'il y a dans tes on l'oublie photos? souvent, là, puis non. Ok. Vraiment différent de ça, excuse-moi de... Ah, ben, c'est bien correct. Challenge-moi. Ouais. Puis ça, j'en ai rencontré beaucoup que c'est leur problème, puis ils le voient même pas. C'est quoi l'expérience que tu laisses aux gens avec qui tu travailles? Ta signature. Quand que le monde va dire « Hey, je travaillais avec Nelson Rioux, là, ils se sont-tu fait chier parce que j'étais picky, puis que j'étais grognon, puis qu'il fallait que ça marche d'une façon X, puis que je me prenais pour un autre, ou j'étais avec le gars qui était prêt à tout faire, qui était willing, qui était ouvert d'esprit, que ça ne dérangeait pas de traîner 4 sacs, puis c'est quoi? C'est ça qui est important. Là, Comment ils parce se sont que- sentis à travailler avec toi? Oui, parce que quand tu vas faire des gros projets, souvent, ça ne sera pas une journée. Là. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont envie que leur expérience, parce qu'ils vont grimper avec le chum, ces pros-là, souvent, là. Tu sais, toutes les équipes de pros, après ça, le soutien qu'ils ont avec eux Ils autres. connaissent tout, c'est là, des- ouais. Non, mais dans le sens, toute l'équipe qui est avec eux autres, t'as pas l'impression que c'est un travail, là, eux autres, là, c'est des chums qui grimpent ensemble. Fait que là, t'annexes quelqu'un avec ça qui change la dynamique. Il a bien beau faire les photos les plus hautes de la Terre, mais s'il vient casser la dynamique puis affecter toute la chimie qu'il y a là, jamais qu'ils vont vouloir l'avoir. Là. Ils vont prendre des photos qui vont être moins hautes, mais avec quelqu'un qui va même apporter à l'équipe, tu sais. Mhm. C'est ça la plus grosse valeur. Fait que c'est pour ça Ouais. que le portfolio, c'est une chose, mais l'expérience que tu donnes, Mhm. de mon humble avis, je pense que c'est plus important. Fait que quelqu'un qui n'a pas un gros portfolio, mais qui rapidement est capable de démontrer ça, je pense qu'il peut percer rapidement. OK. Ouais. Ah ouais, En puis moi, a- on dirait que j'ai l'impression aussi que dans les prochaines années, tu sais, tantôt tu parlais de AI, puis de ci, puis de ça, puis de tu sais, tout ce qui est pas vrai, dans le fond, Mhm. là, ce qui est pas réel Ouais. en tant que tel. Moi, j'ai l'impression que dans les... C'est peut-être que je me trompe, mais je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir un genre de balancier qui va se faire. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus que le temps va avancer, de plus en plus que les gens vont vouloir retourner aux valeurs pas aux valeurs, mais au moment présent, à des rencontres humaines dans la réalité, genre, Ben. qui n'est pas juste sur Internet. Tu sais. Fait que je pense Puis- que. Ouais, Puis vas-y. même à ce qui est sur Internet, puis ça, c'est dans le changement qui s'opère présentement, c'est que je pense, puis là, je sors de l'escalade un peu encore, là, on va vivre une transition où est-ce que toutes les valeurs dans le corporate, beaucoup aussi, qui ont été mis de côté depuis très longtemps, l'empathie, après ça, les gens qui sont généreux, qui sont à l'écoute, qui sont humains, qui sont créatifs, qui pensent différemment, qui ont une imagination, qui sont des personnalités complexes, mais des fois dures à travailler, là. Parce qu'ils sont pas juste dans la productivité et tout, ben, il va y avoir encore plus de place à ça. Parce que ça, les AI, il peut pas. Là. Mhm. Puis ça va devenir la valeur moderne. Ça va être ce qui va valoir quelque chose. Là. Mhm. Fait que puis oui, les gens sont conscients. Là. Fait que, tu sais, même si l'AI même si l'AI est rendu super avancé là-dessus et qu'il va l'être encore plus, je pense que oui, le corporate qui fait les magazines, qui fait tout, des fois, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils coupent court, puis ça coûte moins cher, puis Le let's go. business, là, en bout de On ligne, a là, notre cover de catalogue pour cette saison, mais il va rester quand même un gros créneau, puis je pense que c'est à toutes les échelles des milieux artistiques là, que ces valeurs-là vont avoir leur place. Ouais, la personnalité, carrément. Ouais. Là, tu sais, parce qu'en bout de ligne, tu sais, on parle souvent de, tu sais, quand on se lance dans quelque chose, une business ou whatever, c'est tout le temps comme de trouver sa niche, là, entre guillemets, mais je pense que Nelson Rioux, en tant que tel, c'est en soi une niche. Tu sais, mettons la voix des grimpeurs, tu sais, mettons François, mettons la personnalité de François, c'est une niche, parce qu'il y a personne qui peut être comme toi, qui peut pas Non, avoir la puis- même personnalité Puis plus que vite toi. tu l'acceptes, plus vite tu es en paix avec ça,
mieux que ça va être parce que tu vas pouvoir débloquer ce pouvoir créateur-là d'être. Ça rayonne, dans le d'être- fond, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, plutôt que d'essayer de cadrer dans quelque chose. Là. À un Ouais. moment donné, il faut abandonner ça. Puis là, on se dit, les attentes sont ça, les compagnies, c'est ça qu'ils veulent. Puis là, non, go. Fais ce que. Parce que sinon, tu vas être malheureux, là aussi. Là. Mhm. Ouais. Exact. Fait que c'est sûr que, pour revenir à la question de départ, Ouais. en faire une vocation, j'y crois pas. De façon. Mon rationnel ne me permet Une pas de. carrière ou une vocation? Gagner ma vie avec Ok, ça. ouais. Là. Je sais pas c'est quoi le terme qui veut dire gagner sa vie avec ça, mais gagner ma vie avec ça, mon rationnel, il croit pas, mais j'ai une petite voix intérieure qui me guide là-dedans depuis toujours. Puis tant que j'irai pas au bout de l'histoire, j'arrêterai pas. Hmm. Puis ça, c'est avant de m'installer à quelque part puis de mener une petite vie paisible qui, pour moi, correspond tout simplement à avoir un chac 24 par 24 en bois rond avec un petit mur d'escalade dehors puis 2 chiens, un jardin, ben, en région, Kamouraska, Bécomo. Avant de faire ça, ben, il va falloir que je parte un an sur la route, quelque chose dans un van puis que je le suive, ce flow-là. Parce qu'à toutes les fois que j'ai osé aller all-in, vivre dans mon pont de Sac-Vert puis de suivre les connexions puis de dire oui, il est arrivé des choses magiques que si j'avais voulu orchestrer, j'aurais pas été capable. Fait qu'à quelque part, ça me dit, ben, vas-y, essaie-le jusqu'au bout. Parce que tant que tu le sauras pas, tu vas le regretter toute ta vie. Fait que ça, c'est le prix de pas avoir en échange de pas m'impliquer dans une carrière, de pas me barrer les pieds dans les choses que la majorité des gens cherchent, mais j'ai le luxe de le faire parce que j'ai pas d'enfant, je suis seul. Fait que c'est comme, ben, let's go, là. Tant qu'à attendre que ma vie familiale se stabilise, ben, je vais le faire, là. Fait que c'est pour ça que je vais continuer à en faire. Je lâcherai pas le morceau. C'est sûr que j'en fais beaucoup moins dans les dernières années parce que ma quête de grimpe prend de plus en plus de place. C'est dur à balancer, là. Avant ça, c'était facile parce que j'allais faire des shootings, puis ouais, je suis aucunement capable de grimper ça. Fait que je suis all-in. Ouais, Oui, puis j'ai envie de retourner photographier, mais là, à un moment donné, à force d'absorber ces environnements-là, puis de voir ce que les gens font, puis tu sais, t'es dans les coulisses, là. Tu le vis, là, carrément. C'est comme si c'était le journaliste là, qui est tout le temps dans la chambre des joueurs avec le Canadien. Là. Ah, ça donne le goût, là. C'est fou. Mais pas juste que ça donne le goût, c'est que tous les dialogues internes qu'on voit pas, de comment ça se passe niveau motivation, niveau le real, je peux te dire le real thing, là, ouais. OK, real thing. Je pensais Le real shit. mot qui ouais, c'est ça. Ouais. Ben, on le voit pas. Ouais. Tu rencontres du monde au crack, puis la discussion qu'il y a avec le balayeur, là, avec son assureur, là, tu le sais pas, là. Tout ce que tu vois, c'est « Hey, yes, send it, puis let's go, allez. » Mais là, quand tu es là tout le temps à être... Tu fais l'approche avec eux autres, tu fais la préparation avec eux autres, tu es sur le cliff à côté d'eux autres, tu vis leurs émotions avec eux autres, ils te parlent de ce qu'ils vivent, ils te parlent de les difficultés techniques qu'ils ont eu dans la voie, puis tout, ben, tu t'absorbes, puis un est arrivé, finalement, je vais le faire, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça prend moins de place dans ma vie présentement, mais je traîne tout le temps ma caméra. Ouais. Je vais à Pont-Rouge, je traîne la caméra avec moi, puis j'ai tout le temps là, et à un moment donné, je vois quelque chose, puis pas besoin d'aller sur corde. Là. J'ai pas besoin de me compliquer la vie à cette heure parce que je suis capable d'admettre qu'une belle photo, peu importe de où tu apprends, si elle est belle, là, si elle a une belle composition. Fait que je traîne toujours ma caméra avec moi, on va grimper 3, je traîne la caméra, je sors des photos sur le fly. J'aimerais savoir plus de temps, mais vu que je travaille à temps plein, ben les options sont limitées un peu. Mais je rêve quand même d'un hiver où je vais avoir 2 mois off au Québec. Puis que juste faire de la glace. Mais faire de la photo aussi, parce que j'ai un projet de livre de cascade de glace du Québec que je travaille présentement. Puis qu'il me manque beaucoup de grosses classiques. J'en ai énormément de photos du Québec, mais il m'en manque beaucoup. Puis il faut que je prenne le temps de le faire. Mais présentement, je suis dans une quête de grimper tout ce que je peux grimper parce qu'on dirait que je vieillis puis ça sera plus le temps à 60 ans. Fait que tu sais, je me gâte. Mais à un moment donné, il va falloir que je travaille sur ce projet-là aussi. Fait que c'est peut-être la dualité qui est difficile un peu quand on est grimpeur puis qu'on fait de la photo aussi. Fait que c'est pour ça qu'au moins, avec l'Insta 360, j'aime ça. Exact. Parce que là, je fais les deux en même temps. C'est je mets vrai. la caméra, je crée du contenu puis je grimpe. Let's go, man. Ouais. Hey, ça a passé fucking vite. Ça fait déjà quasiment 1h15 qu'on parle. What's next pour Nelson? Je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais pour conclure, y a-tu... Si on va dans le farfelu, parce Ouais. que là, présentement, je tente 2 emplois parce que j'ai décidé de quitter mon emploi qui était
qui était toxique pour moi, parce que j'ai grimpé peut-être juste 8 fois en glace cet hiver. Là. C'est pour ça que c'était exceptionnel pour moi d'aller sur le mulot et que ça allait aussi bien que ça, parce que je n'ai pas grimpé beaucoup cet hiver, puis j'avais l'impression que ma fenêtre s'était fermée. Que c'était comme, OK, c'est fini, t'as réussi à faire des belles choses, puis maintenant, tu vas revenir médiocre. Je pensais que c'était ça cet hiver. Là. Mais finalement, c'est parce que ma tête était tellement écrasée par le travail, puis même le corps. Là. Ouais. Le corps, j'étais obligé d'aller faire une virée justement à l'hôpital pour réaliser que les effets du stress sur le corps sont encore là aujourd'hui. Il faut que je fasse attention à ce que je mange. Le système digestif, il n'est pas revenu encore. Ouais, c'est là que ça s'exprime, tout dans le ventre, pas mal. Oui. Il faut la circulation d'énergie. Là. Ça passe par là. Fait que what's next? Ben, c'est sûr qu'en étant en 2 jobs de même, je vais en profiter pour me gâter. Là. J'ai un ami français de haut niveau qui est ici, qui m'a invité à aller, on va peut-être aller en Gaspésie, après ça, Côte-Nord. Fait que là, c'est sûr que c'est des belles opportunités de grimper. Parce que côté grimpe, ben, depuis 2 ans, je fais seulement que rope gonner. Est-ce que rope gonner? Ça, c'est quoi ça? Rope gonner, dans le fond, c'est quand tu vas leader les trucs. Parce que la différence avec le rocher, je vais faire la distinction rapidement, mais elle est très importante quand même. En rocher, supposons que toi envoies, je dis une cote par rapport, là, tu grimpes du 5-12, moi je grimpe du 5-10, on va faire un multi-pitch. Ben, si on fait un multi-pitch 5-12, là, on peut en faire un que c'est 5-10 tout le long, puis il y a 3 moves 5-12, puis je tire sa dégaine. Mais si c'est un 5-12 qui est en 11C tout le long, avec un pitch 5-12 soutenu, j'aurais aucun fun. Aucun fun complètement. Là. Je vais me mettre des pédales dans les dégaines, puis ça va être affreux. Là. Puis en glace, la différence, c'est que si tu grimpes en tête, mettons juste du grade 4, juste du grade 4, coupé. Si en glace, ton niveau en tête, c'est du grade 4, ton niveau de confort, puis tu viens grimper avec moi, je peux t'emmener d'un grade 6, puis tu vas être capable de le faire. Ça va être nouveau, ça va être un environnement différent. Si tu es à l'écoute de ton corps, tu vas improviser, puis tu vas te faire confiance, ça va bien aller. Puis là aussi, c'est la partie de mon travail de te donner confiance, puis de te faire réussir ça, puis te level up là-dedans. Fait que quand t'es rope gun, c'est ça, c'est que les gens, ils aiment ça grimper des voies qu'ils peuvent pas aller parce que c'est trop dur en tête pour eux autres, mais qu'en seconde, ils sont capables de faire. Puis l'avantage aussi en glace, c'est que si tu grimpes de quoi en seconde qui est vraiment, vraiment, vraiment trop dur, à partir du moment que tu as une vis sur toi, tu colles pas. Je colle pas des ASEC. Là. Je vais faire une petite parenthèse de mon éthique serrée. Là. Le monde qui colle des ASEC en escalade de glace en secondant, là, sur des cordes doubles, tu as tellement d'élongation. L'assureur, il faut tellement qu'il tire fort en haut. Tu descends de 4 pieds pareil, tu n'es plus capable d'aller chercher tes piolets. Tu prends une vis, tu poses ta vis, tu te clips dedans avec une dégaine. L'assureur, il peut continuer en haut à boire son café, à chiller. Toi, tu es assis dans ta vis, tu dépompes, tu attends, tu repars. Fait que peu importe le niveau de difficulté que tu vas seconder, tant qu'il n'y a pas des portions de dry tool avec des gros moves ou qu'il n'y a rien puis que tu n'oses pas le faire, tu vas passer. Okay. Fait que les gens aiment ça, grimper avec des grimpeurs plus forts qui sont capables de leur ouvrir leur chemin vers des belles expériences comme ça. Ouais, c'est fait cool, que dans les dernières années, c'est juste ça que j'ai fait. Okay. C'est juste ça que j'ai fait. Je suis passé du stade à c'était moi qui se faisais rope gunner par tout le monde. Toi, tu rope. Là, il y a plein de monde qui veulent plus grimper avec moi parce que là, je veux avoir les gros pitchs. Ouais. Fait que là, c'est comme... T'es en période de transition. Ouais. Exact, ouais. Mais là, j'ai eu la chance cet hiver, comme quand je suis allé sur le Mulot avec Martin Bonneville, que je tiens à remercier pour l'opportunité. C'est la première fois qu'on grimpe ensemble, puis on est allé se farcir le Mulot ensemble, chose que j'aurais pas faite avec un partner que je connaissais pas. Ouais. Mais là, j'avais les références en masse, il y avait les références en masse, on a eu une belle chimie, c'était super le fun. Fait que c'est sûr que d'aller avec, pour revenir à mon ami français qui est là, d'aller grimper des trucs encore plus durs pour moi avec quelqu'un beaucoup plus fort, là, ça va tellement me faire du bien aussi. Oui, vraiment. D'être capable d'avoir un apport quand même sur des longueurs plus faciles pour lui, mais d'être capable de suivre puis aussi de traîner le Kodak puis de faire du matos. Ben oui. Ouais. Let's go. Ouais. Puis si je vois grand encore plus que ça, mettons là, quand je suis allé à Indian Creek, c'est l'endroit d'escalade de roche que je préfère le plus. Très particulier. Pour ceux qui font du bloc, c'est pas un endroit que vous aimeriez parce que c'est toutes des fissures verticales. Ouais. Tu pars les 2 pieds à terre, tu fais ton premier move, puis tu es déjà full on du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de transition de je fais 10 mètres de dalle, peinard avant d'embarquer d'un mur vertical. C'est soutenu tout le long. Tu pars dedans. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment comme l'escalade de glace verticale. Parce qu'il faut que tu admettes une partie de free solo avant de te rendre à ta première pro. Ouais, c'est ça.
Si tu la mets trop basse, elle sera pas sécuritaire. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir le mental d'engager jusqu'à une certaine hauteur pour la première pro. Pareil comme en vertical en glace. Si t'acceptes pas de faire un peu de solo, tu pourras pas faire du vertical. Parce que ta ligne de corde, elle sera pas belle, puis la chute va faire en sorte que toute l'énergie va être dans la première vis, là, puis l'assureur va se faire tirer, puis ça sera pas le fun pour personne. Fait que Indian Creek, c'est le fun pour ça, parce que c'est en pleine gueule, mais la beauté, la pureté du décor là-bas, les gens, l'expérience que tu as là, tu es isolé, les couchers de soleil de fou, le désert, c'est magnifique. Puis toutes les fois que je vais là, je vis des expériences méditatives de la mort. Puis j'ai rencontré Devon Finn, qui est un des plus grands ouvreurs là-bas, qui développe à pu finir, puis il m'a invité à aller passer du temps à développer avec lui. Puis comme je développe ici au Québec, puis que je fais tout le temps vider de la terre, puis brosser de la mousse, puis des champignons, pour moi, c'est comme le rêve ultime d'aller à un endroit où tu pars ground up dans quelque chose, tu tires 3 blocs en bas, tu mets des bottes rendues en haut, puis c'est fini. Exact, c'est ça. Puis là, puis j'ai des amis qui m'ont invité à l'Oak Creek au printemps. Fait que là, je suis comme, ça pourrait être une opportunité, mais tu sais, là, ça prend des fonds pour ça. Fait que je vais voir qu'est-ce que les finances vont dire, mais disons que ça ferait un méchant beau printemps. Nice, let's go. Ça me craint bien raide. Fait que, ben merci Nelson pour d'être venu sur le podcast. Je pense qu'on aurait pu jaser des heures et des heures et des heures et des heures sans parler d'un paquet d'affaires qu'on a parlé avant le podcast, de spiritualité, etc. C'est un honneur. Je tiens à te remercier pour la fenêtre que tu me donnes. Parce que même encore un matin, en arrivant ici, je me disais, ben là, qu'est-ce que je vais avoir à dire ici, tu sais? Ça a floué bien raide. Puis j'étais nerveux sur le fait de, ben là, je suis qui pour parler de ce que je vais parler, puis tout le temps le syndrome d'imposteur. Alors que là, tu m'as emmené naturellement avec la conversation qu'on a eue au départ à juste être moi-même puis parler de ce que je me sens à l'aise de parler. J'espère que vous avez apprécié. Yeah! Fait que thanks, puis bonne saison de glace. Bonne saison de glace. Au revoir!